Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sur la piste, une émission du comité régional d'escrime des Hauts-de-France où nous recevons différents profils, différentes personnes qui font le monde de l'escrime en amont des Jeux Olympiques de Paris 2024. Aujourd'hui, sur la piste, j'ai le plaisir de rencontrer le maître, Jean-Loup Boulanger. Ah, le maître. Le maître, figure historique du territoire et au national sur l'escrime, et aujourd'hui entraîneur national à l'escrime fauteuil. Maître, bienvenue sur la piste. Aujourd'hui, on est au Creps, lieu historique également, et je te propose qu'on aille tout de suite dans le cœur de l'action et qu'on apprenne un peu plus à se connaître. Du coup, je te propose qu'on se branche. D'abord, bonjour. Bonjour. Jean-Loup Boulanger, donc alias le maître, il paraît. Le maître, c'est pas venu tout seul et c'est venu au fur et à mesure. Je pense que c'est avec l'âge aussi et avec ce que je pouvais apporter aux autres. Mais en tout cas, je deviens un peu vieux. Ouais. Je suis né en 1956 à Lille. Ma particularité, c'est que je n'ai jamais quitté les Hauts-de-France, même en allant à droite, à gauche et en traversant quasiment tout le monde. Je n'ai jamais quitté ma région, même si par moments il y a eu des fortes intentions pour certains de m'enlever. Même quand on m'a proposé de monter à Paris de temps en temps, non, je pense que les Hauts-de-France, c'est une très belle région d'escrime et il n'y a aucune raison de la quitter. Ok. Donc pour aller plus loin, maintenant si on veut savoir, j'ai passé ma maîtrise d'armes ici. Ouais, attends, tu pars très vite en besogne. Ah ouais, bon. on va y venir, y venir après. D'accord. Ok, mais c'était une très bonne, je trouve que c'est un très bon branchement, une très belle présentation. Tant mieux. Mais effectivement, tu vas un petit peu vite en besogne puisqu'on a d'autres séquences avant d'attaquer le cœur de l'épisode qui sera notre entretien. Juste avant ça, on a une séquence qui s'appelle l'objet fétiche. L'objet fétiche. L'objet fétiche. Alors, on va pas se mentir, on en a discuté un petit peu, on va dire, hors antenne avant qu'on enregistre. Oui. Mais j'aimerais te poser cette question, du coup, là, cette fois, pendant qu'on enregistre. Jean-Loup, as-tu un objet fétiche lié à l'escrime ? Alors, non. Non. J'ai pas d'objet fétiche. Moi j'appelle un objet fétiche quelque chose que j'emmène dans ma housse, que j'emmène toujours avec moi en compète, que j'ai toujours avec moi ou dans la voiture ou pendant les leçons ou à proximité. Ouais, c'est ça. Non, j'ai pas cet objet fétiche. D'accord. Par contre, j'ai des collections. D'accord. Des collections qui se sont faites au fur et à mesure des années. Par exemple, là, j'ai rangé un peu chez moi. J'ai pas mal de survêtements bleu, blanc, rouge. J'arrive pas à les jeter, quoi. Donc ils sont là, et puis je les regarde tous les jours, ils sont dans 5 tiroirs, en gros. T'as pas encore mis une vitrine? Non, j'ai pas de vitrine, je suis pas comme ça, je vais pas exposer, non, ce qui est exposé chez moi, t'es jamais venu chez moi? Si, je suis venu une fois. Si, t'as vu, il y a des sabres, il y a des sabres un peu à droite, à gauche. Une collection de migales, d'ailleurs, aussi. Ah oui, ça c'était une autre passion que j'avais quand j'avais 20 ans, 18, 17, 15 ans. Ça c'était une autre, un peu d'entomologie, c'était pas mal. Et puis je continue un peu avec mes petits-enfants à leur montrer ce qu'il y a dans le jardin. Donc ça, c'est intéressant. C'est l'autre côté du maître d'armes, c'est l'autre côté du boulot, ça, où il faut se garder des espaces bien particuliers pour bien résister à toutes les tensions qu'on peut avoir dans ce métier. Ouais. Ou en tant qu'entraîneur, ou en tant que DTN adjoint, ou tout ce qu'on veut, quoi. Non, parce que c'est des missions qui sont extrêmement... c'est des missions qui peuvent être, qui sont, qui prennent beaucoup de temps, à la rigueur, mais le temps, les gens disent que ça se gère et puis qu'il faut avoir un emploi du temps correct, etc. etc. Mais je pense que c'est le côté psychologique qui prend beaucoup, c'est-à-dire que on t'appelle, tu as 50 coups de téléphone, tu as 50, 100 mails, à chaque fois, il faut prioriser les choses. Ou bien quand tu te couches le soir, tu as oublié de faire quelque chose, donc tu te relèves et puis tu vas retravailler, et tu vas retravailler pas 5 minutes, tu vas retravailler pendant 1 heure ou 2. Ouais. Donc c'était un peu comme ça que j'ai géré, et même
même sur des plans d'entraînement, quand ça allait pas, quand il y avait quelque chose qui fonctionnait pas, ou avec un gars ou avec une des filles du pôle, à chaque fois, dans la nuit, je me réveillais, et puis je renotais des trucs, et donc j'avais un petit carnet. Mais bon, c'est comme ça. Mais ça, je pense que c'est chacun gère ça. Mais par contre, de l'autre côté, quand j'étais avec la famille ou les enfants, ou ma femme, il y avait une bulle qui se formait, où ce que j'adore, c'est faire mon jardin aussi, ou aller faire des courses le samedi matin. Ça voulait dire que je ne travaillais pas le samedi, par exemple. Bon, bah, c'était... Ce qui est rare c'était un tous les 3-4 mois, je pense, le samedi. Hein. Oui. Voilà. Ok. Ça, on avance déjà un petit peu. Je pense qu'on y reviendra un petit peu plus tard, mais gardons cette avance puisqu'on est toujours dans notre petite séquence. Là, c'est important cet équilibre justement dont tu parlais. En fait, là, tu disais qu'il y avait ce côté bulle quand tu étais dans ta famille. Mais entre le temps que tu passes sur ton boulot, en tant que maître d'armes ou DTN ou autre, et le temps familial, du coup, c'est quand même la balance penche plus d'un côté que de l'autre. Est-ce que du coup, c'est pour ça que c'est important de maintenir cette bulle Ouais, il faut vraiment maintenir cet équilibre. En fait, il faut vraiment en parler aussi. D'accord. Avec Evelyne, mon épouse. Très bien. Depuis quelques années, donc depuis 1980. D'accord. Jeu de Moscou. Jeu de Moscou, effectivement. Ouais. Mais l'équilibre, je reviens à l'équilibre. J'ai une femme exceptionnelle qui avait aussi un boulot exceptionnel, vu qu'elle faisait à peu près le même boulot, mais dans le social. Où elle gérait des centres, où elle avait plusieurs... et c'était pas évident pour elle, donc. Et souvent, le soir, on se retrouvait, et puis on prenait un bout de fromage avec une petite bouteille de vin. Et puis voilà, on se racontait les journées, les semaines. Et puis quand je partais, j'avais jamais de soucis non plus, en sachant que tout allait bien à la maison. Et donc on n'avait pas de ce genre de problématiques que d'autres peuvent avoir. J'en sais rien, mais en tout cas, moi, j'ai jamais eu ces problèmes d'équilibre. Et une fois que j'étais avec Evelyne, où on prenait des vacances, ça coupait vraiment. Même si ces vacances, généralement, étaient de courte durée, mais souvent, c'était en gros 15 jours à 3 semaines en été. Et puis une semaine en hiver, où de temps en temps, effectivement, je repartais des sports d'hiver assez vite en les laissant dans l'appartement parce que j'avais une grosse compétition à Cabriès. Ça tombait à peu près toujours en vacances de février. Et donc je choisissais d'aller dans une station de ski à côté dans le sud, là, dans les Hautes-Alpes. Et donc je laissais. J'allais faire la compète, je revenais, je faisais le ski, quoi. Voilà. Donc c'est comme ça, mais en fait, tout était prévu. Et encore aujourd'hui, même ce midi, on s'est croisé les calendriers, etc. pour mes stages, etc. Quand je vais être là, quand je vais être pas là, quand je serai absent. Le départ pour Sao Paulo qui a été avancé de 2 jours, voilà, des choses comme ça. Donc tout ça, il faut le dire et puis le prévoir. Parce que du coup, au moment où on enregistre, du coup, on est au mois de mars 2024 et donc du coup, les qualifs sont toujours en cours pour les Jeux paralympiques, effectivement, les qualifs sont en cours, mais là, on vient de faire les championnats d'Europe. La semaine passée, on a fait 6 médailles. Il y a des gars qui ont confirmé, il y a des gars qui sont sortis. Là, on est quasiment sûr de 5 ou 6 personnes déjà. Donc c'est vraiment pas mal. Par rapport, il reste une épreuve à Sao Paulo le mois prochain. Ça se présente sous des meilleurs auspices que pour Tokyo, où on n'avait que 2 personnes directes, et on a eu un 3e en rattrapage, enfin un slot comme ils appellent, pour compléter une équipe. Et pour en finir, on revient avec une médaille de bronze de Tokyo. Là, ça s'est enchaîné. Le nombre de points marqués par les gars pour se qualifier pour Paris, là, il est quasiment le double de ce qu'ils avaient à Tokyo, quoi. Donc ça veut dire que c'est plutôt rassurant. Il nous manque de l'or, toujours. Store, on travaille pour qu'il soit à Paris, simplement. Ok, ça marche. Bon, tu vois, notre séquence objet fétiche, mine de rien, elle a bien... elle a bien débordé, oui. Bien débordé, c'est ça, avec les collections, tout ce qui a trait avec l'escrime. Je suis trié chez moi, là, j'ai des boîtes de pins, des jeux de Moscou, des différents jeux,
Je dois avoir quasiment tous les pins des clubs de la région quand ils étaient ici, quoi. En fait, tu es en train de me dire qu'on pourrait ouvrir un musée avec tout ce qu'il y a chez toi. Ouais, ça serait bien. Ça serait bien. Mais bon, je le ferai pas parce qu'un musée Jean-Loup Boulanger, non, c'est bon. Je suis pas dans ce genre-là, je préfère... un musée escrimo de France. Qu'on n'oublie pas, un musée escrimo de France, je peux en faire don. Tu sais, mais bon, il y a des trucs que j'ai eu en cadeau, que j'ai collectionné, que j'ai vu sur les puces, parce que j'aime bien faire les puces, etc. En plus, je suis un gars qui ne jette rien. Ouais. Donc voilà, ça en fait des cartons. Et puis j'ai une grande maison. Ah, donc ça en fait des cartons. Voilà. Ok. Eh bien, je te propose qu'on passe à la suite de l'émission, qui est notre grosse séquence, qui est le match. Jean-Loup, pour attaquer ce match, je vais te poser une question. C'est la même question pour tous les invités. C'est sûr. Oh, putain, le maître se prépare. Ouais. Okay. Faut s'échauffer un peu. Tu sais que j'ai hésité. On a encore des fauteuils paralympiques. J'ai hésité à mettre les fauteuils. Ah. Jean-Loup, pourquoi l'escrime? Oh bah l'escrime, c'est tout simple. Un copain de classe. D'accord. Une salle d'escrime à côté, sur l'île. Sur l'île, ok. Donc le maître Gameau. Alors c'était. Le maître Gameau, c'est le maître d'armes du Lille Université Club. D'accord. À l'époque, c'était à côté du Palais Saint-Sauveur, en face du restaurant universitaire. D'accord. Qui existe toujours, le restaurant universitaire. Il y a l'église Saint-Sauveur, à côté il y avait un complexe, une salle d'escrime avec le maître Gameau et le maître Dumoin. Le maître Dumoin est parti sur Montpellier, le maître Gameau est resté. Derrière ça, j'ai appris l'escrime là, quoi. D'accord. Donc d'abord le fleuret, bien sûr, parce que c'est comme ça. Ok. Et puis ensuite, ses fils faisaient du sabre, il y avait quelques sabreurs. Je fais un peu de sabre avec le maître Gameau, il aimait bien. Puis le maître Gameau a pris sa retraite, et comme je sortais avec les Tourquenois en compétition sabre, de fil en aiguille, je suis continué avec Tourcoing. Ok. Qui était un club de sabre. Qui était un club de sabre avec Patrick et puis le maître Quivrin, son père, Pascal Godet, Pierre Druon. Oui, d'accord. Mes frangins. Bien. Ok. Et puis pour en finir, les Ramez aussi. Ok. Et pour en finir, on a fait quelques petites choses ensemble. Donc voilà. Ok. Quand tu dis quelques petites choses, c'est quoi? C'est parce que le club de Tourcoing, je pense, a été un des premiers clubs régionaux à aller titiller les clubs parisiens à l'époque du sabre non électrique. Ok. Où on avait effectivement un arbitre parisien, 4 assesseurs parisiens, un Tourquenois et un autre parisien en face comme adversaire. Ah oui. Donc comme disait le maître Quivrin, il faut mieux en mettre 8 que 4. C'était ça. Ensuite, notre salle d'escrime à l'époque, c'était pas la salle qu'on connaît aujourd'hui de Tourcoing, c'était en haut au 5e étage des Amicales Laïques. D'accord. Donc c'était un grenier à l'ancienne. L'hiver, on écartait un peu la neige, mais c'est pas germinal, hein, mais il y avait une fuite au toit. Et c'était comme ça. Ouais. Donc c'est arrivé une fois, que je crois, où on est arrivé, il y avait de la neige dans la salle. Il y avait de la neige. Donc c'était marrant. Et puis l'été, c'était les pigeons. Ouais, d'accord. Au printemps. Okay. Mais bon, c'est comme ça, c'était une époque. C'était une époque, il y avait pas trop de douches, il y avait des fils électriques qui passaient un peu partout, pour les épéistes ou les fleurettistes. Et nous, eux étaient équipés, c'est ça. Mais le maître Quivrin a sorti, en champion, il y avait un épéiste Tintonnier ou Padoue, ils ont fait quasiment les présélections pour des Jeux Olympiques. Patrick Quivrin qui a fait les Jeux Olympiques en 76, c'était non. Oui, 76 à Montréal. Okay. Il y a eu Didier Flamand qui a été champion du monde et il a été aussi médaillé à Moscou en 80. Donc voilà, c'est une salle qui sortait à l'époque encore les 3 armes, quoi. Et des champions aux 3 armes. Okay. Donc c'était une Tourcoing, c'est ma salle de cœur, je veux dire. Et puis le maître Gameau, c'est lui qui m'a formé à cet amour de l'escrime et à aimer l'escrime. Je crois d'ailleurs savoir que tu es toujours licencié à Tourcoing. Je suis toujours licencié à Tourcoing. Tu es toujours resté licencié à Tourcoing? Ouais, toujours, j'ai jamais changé. Tu n'as jamais changé, d'accord. J'ai jamais changé. Et quand je suis passé CTR, comme le maître Gameau avait été le premier CTR dans les années 60-62, là. Du coup, CTR. À conseiller technique régional. Pour les personnes. Du coup, on vise. Le maître Gameau m'a envoyé un courrier que j'ai toujours. Que j'ai relu il y a 15 jours.
D'accord. Comme quoi, il était très très fier qu'un de ses élèves devienne cadre technique régional, quoi. Et il me souhaitait une très belle carrière. On va y venir. Petit aparté, puisque du coup nous enregistrons dans la salle du CREPS, donc le pôle France Relève aujourd'hui est pédable, et nous avons une leçon qui a lieu en même temps à côté. Donc si vous entendez des bruits au micro, c'est bien évidemment une salle d'armes qui est en train de vivre. C'est une salle qui travaille. C'est une salle qui travaille, tout à fait. Alors, peut-être qu'on va un petit peu vite en besogne sur le côté CTR. Je check le chrono, mais on est encore bien. Du coup, avant de devenir conseiller technique régional, comment t'es venu l'idée, l'envie de devenir maître d'armes, de devenir enseignant? Bah là, j'ai peut-être étonné plusieurs personnes, mais l'idée, elle n'est pas venue de moi, en fait. D'accord. J'aimais l'escrime, mais je ne pensais pas qu'on pouvait en faire son métier. D'accord. Comme certains pensent encore aujourd'hui, Oui. on n'y pense pas. En fait, je suis parti à l'armée en 77, D'accord. en octobre 77. Je suis revenu de l'armée donc un an plus tard, Ouais. avec la ferme envie, comme j'avais passé mon armée en Martinique, de retourner en Martinique. D'accord. J'avais trouvé ça bien, j'étais un peu... Bon voilà, peu importe, je ne vais pas m'étaler. Tu avais bien aimé la Martinique. Voilà, j'aimais bien la Martinique. Et puis là, en revenant, je suis tombé sur ma femme, déjà. Très bien. Donc Toujours au retour aujourd'hui, de Martinique. au retour de Martinique. C'était un peu écrit, on se connaissait un peu avant, mais voilà, ça s'est concrétisé, je vais dire. Et puis surtout, je suis tombé sur le maître Leclerc, Claude Leclerc, qui était CTR Tout à fait. de la région Hauts-de-France. Ouais. Du coup, Nord-Pas-de-Calais à l'époque. Voilà, Nord-Pas-de-Calais. Allez, je peux dire Nord-Pas-de-Calais. Tu peux dire Nord-Pas-de-Calais, Bon, tu as merci. le droit de dire Nord-Pas-de-Calais. Donc, maître Leclerc, CTR du Nord-Pas-de-Calais, me chope en venant de la Martinique, là, et me dit écoute, Jean-Loup, qu'est-ce que tu fais, etc. Je dis bah non, moi je vais retourner en Martinique. Je vais voir, mais qu'est-ce que tu as comme métier? Je dis bah, pour l'instant, j'ai refait kiné, j'ai raté, D'accord. donc je suis un peu à la ramasse. Ouais. Elle me dit bah écoute, moi j'ai l'école régionale des éducateurs sportifs à Wattignies. Ok. Maître Leclerc, avec donc son collègue du judo, avait monté donc une école régionale d'éducateurs sportifs, D'accord. avec la direction régionale, tout à fait officielle bien sûr, où on ressortait avec un diplôme d'État, brevet d'État à premier degré, si on réussissait. Ok. Donc il y avait le tronc commun et le spécifique. Ce qui fait que je me suis dit bah non, je peux pas parce que j'ai pas les prérequis, etc. Il m'a fait passer les prérequis bien, Ok. et très bien, vraiment un examen, D'accord. mais en tout cas j'ai tout eu. Ouais. Ce qui fait que j'ai pu me présenter à l'entrée à cette école. J'ai réussi donc mon entrée, en gros. Mon dossier était bon. Et je suis rentré à l'école d'éducateur sportif. Là, ça devait être au mois d'octobre. La rentrée, le 15 octobre, un truc comme ça. Et puis, on a enchaîné comme ça toute l'année. Et puis, je suis ressorti donc avec le diplôme d'état premier degré. D'accord. À l'époque, l'aide moniteur. C'était un truc qui faisait un peu genre, c'est un brevet professionnel. Pour tout, quoi. Ouais. Tout sport confondu. Un surveillant de baignade, un diplôme de surveillant de baignade aussi. Ouais, mais t'en ris. C'est ce qui m'a fait avoir mon premier boulot. Ah ouais. Ah okay. Ouais, c'est pour ça que j'invite tout le monde à faire le plus de petits diplômes possible quand ils se préparent. Ok. Et en fait, j'avais comme maître d'armes, donc, enfin comme directeur de l'école, le maître Leclerc. Ouais. Et puis en intervenant, il y avait DJ Flamand au fleuret. D'accord. Le maître Quivrin au sabre. D'accord. Et le maître Saurier à l'épée, donc le maître de l'île Vauban à l'époque. D'accord. Okay. D'accord. Okay. Et il y avait aussi le maître No qui était aussi à l'épée à l'île Vauban. Donc No c'était le côté militaire, maître Quivrin aussi était militaire à l'époque. Ouais. Claude Leclerc était instituteur à l'origine et DJ Flamand était universitaire. D'accord. Okay. Donc ça se faisait un bon coup avec le maître Leclerc qui m'a appris comment on tenait un groupe, la pédagogie collective. Ouais. Okay. C'est vraiment, comment dire, pour moi c'est un exemple et c'est lui qui m'a formé et ce qui m'a permis de former derrière tout le monde et de continuer à donner cet amour des séances collectives, de l'escrime proprement dit, et comment on peut présenter l'escrime à des mômes, à des adultes, à des non-escrimeurs, à des escrimeurs confirmés. Et je reste toujours... moi, les maîtres d'armes qui m'ont formé, qui m'ont aidé,
Hein, je pourrais dire au départ c'est le maître Gameau, ensuite c'est le maître Quivrin, Ouais. mais ensuite c'est aussi donc le maître Leclerc dans toute Sur ma l'aspect formation. vraiment pédagogique. Voilà, toute ma formation. Et puis quand j'étais CTR, il y a le maître Bourdageau D'accord. qui m'a aidé. Par exemple, quand Marc Daluin à Tourcoing me dit bah voilà, on fait beaucoup de sabre, on fait beaucoup de fleurets, il n'y a pas une section d'épée correcte alors qu'on organise une Coupe du Monde d'épée à Tourcoing. Oui, ok. Eh ben, je voudrais qu'il y ait un maître d'armes qui s'occupe d'une section d'épée. Et bien sûr, les maîtres d'armes, comme j'étais le dernier arrivé, les deux Quivrins, donc Patrick et Eugène Quivrin, enfin le maître Quivrin, ils m'ont regardé, donc c'est moi qui ai commencé l'épée à Tourcoing. Mais comme je sortais simplement qu'avec mon BE, et que l'épée c'était pas ma tasse de thé à l'époque, ma seule soirée de libre où j'avais pas de club, j'allais à Arras travailler avec le maître Bourdageau. Donc en fait, voilà quoi, j'ai continué comme ça. Parce que du coup, effectivement, moi, c'est un point que je voulais aborder pendant l'entretien. Bon, dans tous les cas, je sais qu'on ne pourra pas aborder tous les points. Non, on ne peut pas aborder parce que je peux te raconter une vie, ça ne se raconte pas en une heure. On avait même évoqué la possibilité de faire un épisode en plusieurs parties, mais peut-être qu'on gardera... Si tu en veux plusieurs parties, je peux te les faire. Ouais, mais on gardera ça pour un format futur. Mais effectivement, c'est un point sur lequel je voulais revenir parce que ce que tu dis par rapport au maître Leclerc, moi, me fait un petit peu réagir justement parce que du coup, moi, je suis au comité régional depuis un petit peu plus de 3 ans. Ouais. Et donc du coup, ça fait un peu plus de 3 ans qu'on se voit, voilà, je connais très bien du coup Stéphane que tu as formé. Et en fait, du coup, moi, je vois une ligne très claire entre Stéphane que tu as formé, qui aujourd'hui forme lui-même des futurs enseignants. Et du coup, quand je vois ces enseignants interagir avec les groupes, je vois forcément Stéphane. Quand je vois Stéphane, je te vois toi aussi avec des groupes. Et donc du coup, je ne connais pas personnellement Maître Leclerc, mais du coup, on peut faire cette filiation jusqu'au Maître Leclerc sur la manière de tenir, de gérer son groupe. Ou est-ce qu'il y a vraiment une méthode Non, moi je pense que le Maître Leclerc d'origine était un stit. Ouais. Donc les gamins allaient dans les écoles, savoir ce qu'on devait faire, etc. À une époque où la pédagogie était en escrime, était encore très militaire. Ouais, c'était un vrai match. Ouais. Un vrai match où à l'époque je voyais des cadres techniques issus des facultés ou instituts, etc. quasiment en venir aux mains avec des cadres techniques venant de l'armée. Parce que du coup, pour discuter du coup droit, pour discuter de la flèche, pour discuter de comment on devait enseigner. Okay. Si les mômes devaient rester 1 an en faisant un salut, etc., etc., et apprendre ou bien si on leur donnait des armes tout de suite. Ouais. Hein, il y a eu le maître revenu à un moment qui a été DTN de la Fédé, qui a écrit un bouquin, ça s'appelle Découverte de l'escrime, où en gros c'était la pédagogie où on mettait à la rigueur un monde masque, un monde fleuret, un monde gants, un monde de veste, et puis les mômes se débrouillaient. Ouais. La seule chose qui a fait que l'escrime n'est pas devenu comme ça, où on pouvait faire n'importe quoi, c'est la sécurité. Oui, bien sûr. Donc ce qui fait qu'on a gardé ce côté militaire en appliquant à des côtés pédagogiques, je veux dire, modernes. D'accord. Et donc ça nous a donné une recherche là-dedans, ce qui fait qu'on est aujourd'hui peut-être un des meilleurs exemples où on a de la leçon individuelle, on a de la leçon collective, où on a des profs EPS qui travaillent avec des gars qui sont plus militaires, etc. Et tout le monde va pour le bien-être, entre parenthèses, de l'escrime, pour que l'escrime, ça reste le plus beau sport du monde. Et est-ce que, du coup, quand toi, tu as été formé de cette manière-là, est-ce que c'était, du coup tu disais, tu voyais des gens qui s'écharpaient un petit peu là-dessus, mais est-ce que cette tendance justement à aller vers de la pédagogie moderne, ça initiait vraiment dans le Nord-Pas-de-Calais, ou c'était quelque chose qui était partagé en fait par d'autres enseignants un peu partout en France? Je pense que là c'est mon côté un peu chauvin, le Nord-Pas-de-Calais a toujours été en avance sur tout. D'accord. Surtout en matière d'escrime. Ouais, mais même surtout, hein. On a été, je sais pas moi, si on revient sur l'histoire, mon grand-père était mineur
Ouais. Un mineur de fond, enfin il était chaudronnier effectivement, mais il était au fond pour réparer les outils, etc. D'accord. Sur Hénin-Beaumont. Et il me racontait que c'est vrai qu'après la guerre, etc., et différentes vagues d'immigration, etc., tout ça, ils travaillaient tous ensemble. Et puis c'est la France qui a été en gros sauvée par le Nord-Pas-de-Calais. D'accord. Les premières grandes grèves pour les ouvriers, c'est dans le Nord-Pas-de-Calais. Oui, alors ça. Donc à un moment, voilà, le Nord-Pas-de-Calais, c'est une région toujours phare. On la critique beaucoup. Il paraît qu'il fait pas beau, Il paraît. mais aujourd'hui il y a un magnifique soleil. Et puis voilà. Bon, je vais pas pleurer, mais c'est ma région, quoi. Moi, ça fait plus de 10 ans que j'y suis. Je Non, c'est une très belle région et il faut que les gens viennent, mais il faut pas trop qu'ils viennent parce que sinon, après, ils vont s'installer, ça va faire augmenter les prix des restaurants sur la côte. C'est vrai, c'est un super point que tu notes. Ok, du coup, tu passes tes premiers diplômes. Ouais. Tu prends un club, donc Tourcoing. Bah, je prends pas un club. Tu prends pas un club. Tu prends une section. En fait, je suis moniteur au club de Tourcoing. Ok. À l'époque, en même temps que je fais mon diplôme. Avant, on aidait aussi dans le club. Je faisais un peu le parrain avec des mômes plus jeunes. Ouais. Mais après, quand c'est devenu, entre parenthèses, sérieux, ma première paye, c'était 5 francs. Ma première paye, parce que j'étais prévôt d'armes. D'accord. De l'heure, je parle, hein, pas de la minute. Oui. Hein. Bon, voilà, ça fait rire. Bon, après, ça allait mieux, hein, mais c'était marrant, je viens de retrouver des papiers. D'accord. Ensuite, quand je suis devenu vraiment brevet d'état premier degré, Maître Quivrin m'a dit « Ouais, mais t'es que prévôt d'état. Ouais. » Ils appelaient ça à l'époque prévôt d'état. Il y avait le prévôt fédéral et le prévôt d'état. Pour être maître d'armes, il faut être brevet d'état deuxième degré. Ouais. Donc après, j'ai passé mon diplôme de brevet d'état de deuxième degré en candidat libre. D'accord. C'était en 84 et à l'époque, on pouvait encore passer. Moi, j'ai continué à faire le brevet d'état en candidat libre aussi. Donc je venais au CREPS, encore une fois le CREPS. D'accord. En cours du soir, le lundi soir, pour passer ça. Et donc j'ai connu pas mal de vieux profs ici. Ouais, parce que du coup, l'école régionale dont tu me parlais, qui avait été fondée par ça, c'était fini. C'était en 79-80, ça. Mais c'était au CREPS? C'était au CREPS aussi. C'est vrai qu'on l'avait. C'était dans la vieille salle là-haut, la salle, de l'autre côté de la salle de lutte, en fait. Ouais, à la salle de lutte, il y avait une piscine. De l'autre côté, il y avait une salle d'haltérophilie. Oui, ok. En bas, et il y avait une salle où il y avait de l'escrime, et en face, c'était un dojo, où il y avait le judo. Donc du coup, tu passes. Donc je passe mon diplôme en 80, donc de maître d'armes, comme je t'ai dit tout à l'heure, et d'autres petits diplômes à côté. Tout à fait. Là, je cherche un boulot, et c'est pour ça qu'on en riait, et j'envoie ma candidature comme ça à plein de villes, quoi. Ouais. Je désire un boulot d'éducateur sportif, rien. Beaucoup de villes m'ont répondu non, et la ville de Saint-André-les-Lilles, dans la banlieue lilloise, me dit, venez, entretien avec le maire à tel jour, telle heure. Donc j'y vais. Et le gars m'embauche parce que je suis surveillant de baignade. D'accord. Et en tant que surveillant de baignade, je pouvais surveiller les centres aérés pendant les vacances scolaires. Est-ce que tu en profitais pour faire des initiations escrime? Et donc, non. Okay. Pas d'initiation d'escrime, que du sport en général. D'accord. Et même le jeudi, c'était jeudi matin, je crois qu'ils avaient, c'était le mercredi déjà, bon, peu importe. J'avais l'école des sports de la ville. D'accord. Et ils m'avaient mis au volleyball. D'accord, ok. Donc j'avais même pas le loisir de faire d'escrime du tout à Saint-André, mais le soir j'étais à Tourcoing. Ouais. Et entre deux, comme j'étais pas sûr d'avoir ce poste à Saint-André, Monsieur Verbrakel, qui était président du club d'escrime de Roubaix, m'avait embauché à l'époque, comme prévôt d'État. Okay. Et donc ensuite Tourcoing m'avait embauché. Donc en fait tous les soirs je travaillais sauf le lundi soir. Et le mercredi après-midi, le samedi après-midi. D'accord. Ouais, c'était pas mal. Déjà bien rempli. Comme expérience, ouais. T'accompagnais déjà en compète à ce moment-là? Ouais. Tout ce qui était môme, etc. Puis après moi faisais encore des compètes à l'époque. Ah oui. Donc on faisait les équipes. Et puis après c'était l'époque où s'il y avait les régionaux à l'épée, tout le monde se mettait à faire des équipes à l'épée, quoi. Ouais. Ok. Voilà. Et donc après, avec mon BE2, je suis rentré au club de Tourcoing en disant j'ai mon BE2.
Et là, le maître Quivrin m'a dit, bah, t'es maître d'armes, maintenant, bravo. Mais si tu vas à Tourcoing, tu verras qu'il y a encore un panneau, un ancien panneau, s'ils ne l'ont pas enlevé, où il y a tous les noms des maîtres d'armes, etc. Et puis moi, il est toujours marqué Prévost. Ok, faudrait que je passe pour. Ouais, tu regardes, c'est un grand panneau jaune. Et donc du coup, à partir de quelle année tu deviens conseiller technique régional? Qu'est-ce qui te dit, enfin, pourquoi cette orientation en fait? Pourquoi ne pas... Alors, l'orientation, elle est simple. Donc, pendant 10 ans, je suis éducateur sportif à la ville de Tourcoing. D'accord. Après, voilà, j'ai fait 1 an à Saint-André. Pendant 10 ans, je suis éducateur sportif à la ville de Tourcoing, où je fais tout. D'accord. Après, à un moment, dans ces 10 ans, je m'occupe aussi et déjà un peu de faire le sport avec une école d'enfants un peu handicapés ou qui ont eu des problèmes dans leur scolarité primaire ou maternelle. Ce qui fait qu'on essaye en fait de les ressortir pour qu'ils puissent rentrer en 6e. D'accord. Donc voilà, c'est un peu spécial. On travaille aussi de temps en temps avec des kinés, des ergothérapeutes, des psys. D'accord. Donc voilà, c'était bien. Et là, je m'y retrouvais aussi. Ça changeait un peu. Et puis je faisais piscine toujours avec mon aide-moniteur le samedi matin avec eux, tu vois. Okay. Pendant 10 ans, donc je fais ça. Et puis Maître Leclerc et Maître Bondageau sont conseillers techniques régionaux. Le Maître Bondageau a mis en place ici le CREFED. Oui, ok. Enfin, c'est pas un CREFED, non, un CPEF, pardon. Ouais. CPEF, un centre permanent. Centre permanent, d'accord. Et moi, j'interviens. Déjà à l'époque, si tu veux, Maître Leclerc m'avait demandé de m'occuper un peu des jeunes, etc. au niveau de la Ligue, donc une commission de jeunes, de fonder une commission de jeunes pour des déplacements. Surtout, on a essayé de mettre 3 mecs dans la même voiture au lieu d'avoir une voiture avec un seul mec dedans. Ouais, d'accord. Okay. Des trucs comme ça pour aller faire plus de déplacements, etc. Parce qu'à l'époque, les trains et tout ça, c'était pas pareil que maintenant, quand même. Hein. Oui, donc du coup, en fait, tu étais un enseignant de la région et tu faisais quelques petits trucs pour la Ligue régionale. Et puis ensuite, je travaillais aussi, il m'avait embauché comme maître d'armes, donc comme intervenant pour aider à donner des leçons. Ouais, ou à prendre des séances dans ce CPEF. Dans ce CPEF, d'accord. Et puis j'aidais sur les... Donc je faisais partie de l'équipe technique régionale. Ouais. Et puis je faisais déjà des stages régionaux, etc., ou des déplacements. D'accord. Et puis à un moment, le maître Leclerc va partir sur Paris comme directeur technique national. D'accord. Donc là, il y a une place de libre. Ouais. Et puis ils font le tour de la région. Ils demandent à plusieurs personnes s'il y a des candidatures. Puis je me suis dit, bah, je me vois bien, quoi. Et donc je vais poser ma candidature. Et puis il y avait d'autres maîtres d'armes plus vieux que moi à l'époque qui s'étaient portés candidats aussi de la région. Et puis pour en finir, ils m'ont choisi, quoi. Et donc à l'époque, le président de la Ligue, si tu veux, avait une prédominance aussi pour choisir un peu le maître d'armes. Ouais. C'était M. Montagne à l'époque. Mais alors, aujourd'hui, en fait, pour être conseiller technique régional, donc pour être CTR, aujourd'hui, il faut avoir un professeur de sport. Ouais, voilà, qui a un concours d'État. Ouais. C'était pas le cas. Non, c'était pas le cas avec un brevet d'État 2e degré. Si tu étais présenté par le président de la Ligue, ouais. Mais si aussi le directeur technique national était donc c'est le maître Revenu, qui était à l'époque directeur technique national, qui m'a dit bon bah ok pour ton candidature, on a étudié ça et pour en finir j'ai été nommé en décembre 1988 comme cadre technique de la région Nord-Pas-de-Calais. De la région Nord-Pas-de-Calais. Puis par la suite, bah voilà, ça évolue, etc. Et ensuite, on m'a confié une région qui allait de Dunkerque à Strasbourg pour m'occuper à l'époque de ce qu'on appelait la fête des jeunes et tous ces machins-là, tu vois, pour les minimes, pour organiser des compétitions, même des compétitions de cadets, etc. Interrégionales. Donc ça m'a permis de connaître beaucoup de monde, ouais. Y compris la Picardie, par exemple, etc. Tu vois. Et voilà. Et puis pour en finir, je m'éclatais bien dans ce boulot de conseiller technique régional et je pense que, ouais, je peux le dire, j'étais un bon cadre technique régional. D'accord. Et puis j'avais quelques missions nationales, je faisais partie de la commission nationale des éducateurs. D'accord. Je formais aussi, j'étais centre de formation pour les prévôts, ouais. Les prévôts fédéraux à l'époque.
J'essayais de sortir un bon nombre de moniteurs et d'aide-moniteurs. À l'époque, on les appelait comme ça, Ouais. d'escrime, de la région ou même des autres régions qui venaient. Et voilà, et puis dans les prévôts d'armes, et ben là aujourd'hui, quand je vois le maître Chotin, ben le maître Chotin, il a prévu son prévôt. Si tu veux les notes à l'horizon, je pourrais sortir toutes leurs notes, des Barrois, des Chotins, des Robins, notre DTN actuellement, il est passé ici pour être prévôt. Et j'ai ses notes et j'ai pas ses copies. Mais je peux avoir ses copies s'il faut. On va avoir des documents. On va avoir des Mais documents. des documents, il y en a, parce que j'ai rangé chez moi, et tu vois. Et tu restes CTR combien de temps, à peu près? je reste CTR de 88 à 2000. 88 à 2000. Mais après 2000, j'ai continué à être un peu dans l'équipe technique régionale et à continuer à former et à faire avancer les choses. Ouais. Même s'il y a eu d'autres CTR qui sont passés. Oui. Parce qu'il y a eu bon nombre de CTR qui sont passés, mais qui ne sont pas restés dans les Hauts-de-France. Et le seul qui soit resté dans les Hauts-de-France, et j'en suis très fier, c'est Olivier Anicotte. Oui, ok. Et donc qui est aujourd'hui toujours un CTR exceptionnel. Il n'aimera pas que je dise ça, mais c'est vrai. On ne l'aura pas. Et qui a des missions, nationales où il va bien. Et donc, ouais, je suis assez fier. Je suis fier d'Olivier, mais comme j'étais fier à un moment de Cyril Verbakel qui a été CTR ici, hein, de Lefort qui était CTR ici aussi à un moment. J'en oublie, Frédéric Chotin qui a été CTR un peu. Et Jean-Yves Robin aussi. Jean-Yves Robin qui a été CTR. Du coup, ils sont Donc en fait, la région Hauts-de-France, la région Nord-Pas-de-Calais à l'époque, c'est une région qui a formé beaucoup. Ouais, c'est Jean-Bernard Duchâteau, qui était aussi des Hauts-de-France, qui était à Tourcoing à un moment, qui est aujourd'hui CTR en Auvergne-Rhône-Alpes. D'accord. Qui me le rappelait quand je partais, quand la DTN nous a fait un petit truc là pour tous ceux qui partaient il y a 2 ans là. Oui, parce que tu es en retraite. Ouais, je suis en retraite. Comme tous ceux qui partaient. Lui, il dit ouais, mais vous n'avez pas dit, Madame la DTN, parce que vous ne connaissez pas bien Jean-Loup, que c'est lui qui a formé le plus de CTR en France aujourd'hui. Et c'est vrai que quand tu vois le nombre de gens du Nord-Pas-de-Calais, de maîtres d'armes qui sont passés, de cadres techniques qui sont passés dans les Hauts-de-France, dans le Nord-Pas-de-Calais à un moment, automatiquement, aujourd'hui, je pense que ça doit être une vingtaine de noms que je pourrais reprendre, qui sont aujourd'hui, où certains sont partis en retraite. Si je prends Patrick Quivin qui est passé, mais je ne vais pas le compter, je ne l'ai pas formé. Bien sûr. Parce que, alors du coup, effectivement, on va faire ce petit point-là et après on va repartir sur l'escrime fauteuil. Le Nord-Pas-de-Calais, performance et formation. Performance, c'est beau. C'est un bon slogan, ça. C'est un très beau slogan. Parce que du coup, effectivement, donc le Creps, à partir de quelle année il y a un pôle athlète? Ça a commencé avec Mario Bordajo dans les années 85. D'accord. Avec le premier CPEF. Okay. Après, le pôle, il a évolué. Il est devenu pôle. Il y a même eu un pôle France ici, dirigé par le maître Bordajo, qui était entraîneur national de fleur et dames. D'accord. Et ils avaient délocalisé l'INSEP pour le mettre ici. D'accord, donc quand tu dis là un pôle France, pour le coup, c'était les équipes seniors. C'était les équipes seniors qui étaient ici. Mais bon, il n'y a pas eu toutes les seniors qui sont venues. D'accord. Donc c'était à l'époque où Laurence Modène, ou L'Amour, à l'époque Spenato, d'accord, ne sont pas montés forcément sur le Nord. Ouais. C'est pas beau, il faisait froid peut-être. Mais il y avait aussi, c'est vrai que quand on habite la région parisienne, de se délocaliser, c'est pas évident. Ouais. Donc voilà, ça s'est pas fait, et ça s'est fait pendant quelques années, et puis ensuite ils ont remis, je me souviens d'une séance ici où Bordajo était en train, maître Bordajo, donc Mario, on était tous les deux assis là sur un banc qui était juste là, et le bureau avec, c'était le maître Martin, qui était venu avec le directeur technique national de l'époque, c'était Philippe Omnes, et le maître Martin était directeur des équipes de France, et la décision était d'arrêter le pôle sur Wattignies et de le remettre sur Châtenay-Malabry. Oui. Okay. Et que Jean-Marc Panetra a repris derrière, etc. Donc les filles sont parties à Châtenay-Malabry. Okay. Et donc ici, le pôle a continué. Ouais. Donc pendant tout un temps, il y avait même Émilie Laurent. Oui, tout à fait. Pendant tout un temps, il y avait le pôle France senior filles, oui, et un pôle
jeune, en gros, comme on appellerait maintenant, un pôle relève aujourd'hui. Un pôle relève, un pôle jeune, avec des cadets et des juniors, filles et garçons. Donc pôle mixte. Voilà. Okay. En 2000, c'était maître Patrick Quivrin qui était à l'époque avec ce pôle. Ouais. Derrière ça, en 2000... Du coup, toi, CTR. Moi, CTR, j'étais CTR, j'intervenais au pôle, je donnais des leçons à droite. Des leçons, ouais, je faisais partie de l'équipe technique. J'ai toujours fait partie de l'équipe technique régionale, donc j'ai aidé dans des déplacements. Ouais. J'ai même fait des déplacements internationaux comme capitaine d'équipe, même avec les filles de l'équipe de France, comme Spinato, Modène, etc. Mais tu intervenais, mais le pôle n'était pas sous ta responsabilité. Ah voilà, c'est ça. Okay. Le pôle est devenu sous ma responsabilité en l'an 2000. D'accord. À la rentrée 2000-2001. Et là, je suis resté près de 17 ans responsable du pôle. Okay. Et de temps en temps, était mixte au départ, puis a été garçon, puis est redevenu mixte, puis était fille seulement, et ainsi de suite, quoi. Et puis quelques bons noms sont sortis. Si on prend Ekado, Moine, Sarda, voilà, Xavier Hollande, c'est des gens, voilà. Et puis si on prend actuellement les derniers sortis qui sont en équipe de France aujourd'hui, ou qui sont en tout cas à l'INSEP, à un moment, ils ont fermé le pôle de Châtenay-Malabry, donc les gars sont venus ici. Dans le lot, il y avait Enzo Lefort. Ouais, okay. Donc Enzo Lefort est resté 1 an ici. Mais des gens qui sont entrés en cadet ici, les derniers qu'on connaît, là, qui sont encore là, actifs, au bord des équipes de France ou dans les équipes de France A ou B, c'est Idiri et Loisel. D'accord, ok. Et puis moi, tous ces gars que j'ai là à l'INSEP aujourd'hui, c'est des gars que j'ai eu dans mes équipes de France, cadets ou juniors, quand on allait faire les déplacements au championnat d'Europe, au championnat du monde. Et du coup, tu me dis que voilà, tu prends la tête du pôle pendant 20 ans. 17 ans. Ouais, 17 ans. Ouais. Voilà. Donc du coup, à ce moment-là, quand tu arrêtes le pôle, tu es déjà chez les Handis. Parce que comment se passe le fait que... Ah oui, chez les Handis, c'est une histoire de fou, parce que les Handis, je les connais depuis longtemps. Je les connais depuis avec Michel Salès à l'époque. Quand on faisait des stages avec Gilles Mancet, le CTR de Reims. Okay. Moi, j'étais CTR de Lille. On faisait ici un stage minime en février. Donc ici, au Crêpes de Au Crêpes, avec les fleurettistes. Et après, nous, les épéistes, je partais à Reims et on faisait un stage à Reims avec l'épée. Parce qu'à Reims, il y avait le pôle épée, etc. Donc voilà, ça a toujours été comme ça. Et donc, on faisait un stage pendant 15 jours. Donc, les fleurettistes une semaine, les épéistes une semaine. Et puis, les CTR, ils restaient tout le long, pendant les 15 jours ensemble. Ça échangeait. On faisait de temps en temps une bouffe par semaine quand même intéressante. Et puis, ça échangeait beaucoup sur la pratique sportive. Et puis, on faisait rentrer pas mal de jeunes maîtres d'armes qui venaient avec nous. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut qu'on forme les gens en les mettant dans le jus ou dans le bain, quoi. Et puis avec un gros débris derrière. Derrière ça, on arrivait toujours, c'était Michel Salès qui était responsable des Handis à l'époque, sur une journée ou deux avec les Handis. Donc voilà, je les connaissais. Et puis les années sont passées. Pour préparer les Handis, ils sont venus 2-3 fois ici. Se confronter au pôle de Wattignies. Et donc ils venaient, et puis je faisais venir les gars de la région, parce qu'au sabre et puis à l'épée, les clubs de la région ils ont toujours participé à fond. C'est pour ça que c'est une région exceptionnelle. Et ils venaient, et puis il y avait du sabre, de l'épée, du fleuret, les Handis, ils préparaient Londres en 2012. Et puis voilà, ça s'est passé comme ça. Et puis la réalité des choses, c'est que leur entraîneur s'en va à 1 an de Rio. D'accord, donc 2015. 2015. Et donc là, 2015, ils me disent tu viens nous aider au fleuret. Je dis bon, ok, je viens vous aider au fleuret. Donc ils viennent ici, ils viennent au pôle, tac. Et puis ils m'ont bien eu, mais je savais. Tu vois, Et là, ils me disent bon, tu viendrais pas avec nous au championnat d'Europe. À l'époque, donc je vais au championnat d'Europe avec eux. Et puis il y a un gars qui s'appelle Maxime Vallée, qui est encore actuellement, déjà à l'époque, Déjà à l'époque, qui fait champion d'Europe. Et donc à l'époque, il gagne un grand billet d'avion qui met au-dessus de sa tête, comme ça, pour Rio. Parce que le champion d'Europe était qualifié directement par Rio, il ne tenait pas compte des points, rien du tout. C'est là que je lui dis bravo, et puis qu'il se casse un peu la figure. J'étais pas encore fort dans la pratique handi. J'ai rattrapé. Là. Ça, c'était sur le podium en plus. Ça s'est vu. Mais bon, peu importe. Donc, et derrière ça, donc, il me dit tu viens à Rio avec nous.
Et donc, à Rio, voilà, je vais à Rio, je prends des congés, je vais à Rio. Ah oui, tu prends des congés. Ouais, parce que si tu veux, c'est pas que. C'est voilà. Voilà. C'était pas dans tes missions. Ouais, c'est pas vraiment Fédé, dans mes trucs, quoi. Okay, et puis avec la Fédé, etc. Et oui, puis juste pour préciser, pour les personnes qui ne savent pas, l'escrime fauteuil dépend d'une fédé différente. Ouais, Fédération française handisport. Voilà, c'est ça. Et on a une commission, une escrime fauteuil. Et il y a une commission escrime fauteuil à la avec fédé, différents entraîneurs, mais ça je ne vais pas rentrer dans les détails parce que sinon. C'est juste pour préciser d'autres trucs. Et donc derrière, si tu veux, à Rio, Valais fait une médaille. Ok. Les épéistes par équipe font médaille d'or. Ouais. Et les fleurettistes ont fait 3e. Tout à fait. Donc on revient de Rio. Mais là, en revenant de Rio, j'étais encore à Rio, j'ai un coup de fil de Laurence Modène, qui était DTN à l'époque, ouais, tout à fait. avec Lamour comme présidente, qui demande si je veux faire partie de son équipe pour, en tant que directeur technique national adjoint chargé de la vie sportive. D'accord. Donc au retour de Rio. Au retour de Rio. Ouais. Donc là, on est en 2017, 2016, 2017. Ouais. Il n'y a personne qui me remplace au pôle, donc je fais le pôle et un peu je commence ces missions-là. DTN, ouais. Là-dessus, il y a quelqu'un qui vient. Il y a quelqu'un qui vient une fois de temps en temps et puis qui donne plus signe, qui refuse de prendre le pôle. Okay. Et ensuite, on pense à Jérémy Delage qui est content, donc il vient 2 jours par semaine. Okay. Donc moi, pendant les 2 jours par semaine où il est ici, moi je pars, on travaille une demi-journée ensemble, sinon je pars à Paris. Je crois que c'était tous les jeudis que je partais à Paris. Et lui, il est venu mercredi et jeudi. Et puis ensuite, il prend carrément le pôle. Et puis moi, je suis qu'à Paris comme DTN adjoint. Moi, quand je suis arrivé au comité régional en 2020, c'était déjà Jérémy Delage qui était. Et donc voilà, donc c'est 2017, voilà. Et donc là, on enchaîne sur un pôle et c'était un pôle mixte au départ et après la direction technique nationale, il met seulement les filles. Voilà. Oui, c'est ça. Ouais. Oui, c'est resté un pôle Fleuradam jusqu'au déménagement du pôle il y a 2 ans. Et maintenant, on a un pôle d'épée dames. Exactement. Ok. Du coup, tu acceptes les missions de DTN adjoint vie sportive. Ouais, et là, en parallèle, je fais mes missions de Landy. Sauf que ça se passe pas bien avec la Fédé, entre la Fédération française d'escrime et la Fédération française handisport. Okay. Les conventions ne sont pas bien signées ou ne sont pas signées. Voilà, il y a des tiraillements. Pour te permettre de continuer. Ouais, c'était le bordel. Donc, moi, j'ai rien lâché. Ouais. Donc, j'ai souvent pris quelques congés pour aller faire les handis. D'accord. C'est comme ça. C'était jeu ma pauvre poulette, comme dirait l'autre. Ça m'a formé, hein. Oui, oui, j'imagine. Ça forme toujours. Oui, mais tu as appris tout au long de ta vie, en fait. Ouais, j'apprends encore. T'apprends encore. La preuve, tout ça, c'est bien la première fois. Oui. Oui, effectivement. Bah, tu vois, en fait, on poursuit un petit peu cet héritage. En fait, moi, Ouais, l'innovation. C'est ça. Voilà. Ouais, l'innovation. De toute façon, bah, je vais pas revenir, mais quand je dis performance, formation, elle est dans tout. Ouais. Quand on prend maintenant cette région Hauts-de-France, c'est une région structurée, avec un personnel qui a bien cerné ses différentes missions. Voilà, moi je suis fier de voir ça. Je ne vais pas dire que c'est mon héritage, parce que les gens se forment eux-mêmes. Mais un peu, tu les pousses, tu les orientes un peu, et puis quand tu vois que ça gonfle, voilà, tu surveilles le gâteau, mais une fois que le gâteau il est bon, tu continues, et puis tu gardes la recette. Ouais. Et puis peut-être que tu vas l'améliorer au fur et à mesure. Et c'est vachement intéressant de voir toutes ces améliorations. Enfin, moi je suis content de vous voir en tout cas. Eh ben, c'est très gentil. Non. Mais nous aussi, on est toujours contents de te voir. Sinon, on t'aurait pas proposé. Séance émotion. Il n'y a pas ça dans ton casting? Non, il n'y a pas. Attends, je vérifie. Mais... Non, pas de séance émotion. Mais moi, en tout cas, du coup, mon ressenti, on en parlait très brièvement tout à l'heure, mais là, du coup, on va bientôt conclure le match pour passer au reste des séquences de l'émission, et du coup, conclure par la suite l'émission. Mais moi, mon ressenti, c'est que si, je pense qu'en fait, il y a un héritage quand même Boulanger. Alors, héritage au sens où
comment, je suis pas en train de faire ta nécrologie. Hein, Non, bah, heureusement quand même. Mais en fait, moi, je sens je vais peut-être plutôt parler de filiation du coup. Je sens. Ouais, filiation, c'est bien. Je sens ce qui est transmis. Je vois aujourd'hui, voilà, ce que des gens que toi tu as formés transmettent aussi, et ce qu'ils continuent de faire, et ce qu'on met en place. Moi, je suis peut-être le moins de l'équipe régionale aujourd'hui. Je suis sans doute le moins. En fait, je suis pas passé directement avec toi, si tu veux. Ouais. Elle a Ouais, mais travaillé tu as une vue peut-être extérieure qui est plus intéressante encore. Aussi, ça permet d'avoir Ça permet d'avoir un petit échange. différent. Mais c'est pour ça que je pense que je peux dire que incontestablement, en fait, il y a une filiation, il y a quand même une marque, et c'est des choses qui sont mises en place qui perdurent aujourd'hui. Donc c'est aussi pour ça que je t'ai présenté en figure importante de l'escrime. Il paraît. Je crois pas, mais il paraît. Bon, du coup, on va conclure le match là-dessus sur les handis. Donc là, tu viens de faire les championnats d'Europe. C'était la dernière grosse échéance avant les Jeux. Je sais qu'il reste une étape de Coupe du Monde. Oui, il reste une étape de Coupe du Monde. Bon, par exemple, pour le gars qui manque 1,76 ouais, c'est très précis. Pour aller directement être qualifié, être dans les 6 premiers, donc être directement qualifié pour les Jeux. Ouais. La compétition de Sao Paulo prend son importance. D'accord. Il y a un Turc qui s'appelle Akaya qui a 1,76 devant lui. D'accord. S'il fait un tour de plus qu'Akaya, c'est lui qui va directement et pas Akaya. Okay. Donc on est bien parti là, on est bien en route pour ces Jeux. On va enchaîner différents stages. À un moment, on va partir aussi normalement en Pologne, tu vois, pour faire un stage avec les Polonais et peut-être les Anglais. Voilà, ça sera après 3 mois, 3 mois des Jeux. Donc ça va quoi. Alors, pas la veille des Jeux non plus. Ouais. Et après, notre camp de base, c'est à l'INSEP. Ouais, d'accord. On va enchaîner donc ça. Les Jeux Olympiques, on les verra de l'INSEP. D'accord. Donc peut-être qu'on va croiser aussi certains Olympiens parce qu'il y en a pas mal qui ne rentrent pas tout de suite au village et qui préfèrent rester à l'INSEP, comme nous. Nous, on ne rentrera pas au village tout de suite. On ira faire la cérémonie d'ouverture et puis on retournera à l'INSEP parce qu'on tire la dernière semaine des Jeux paralympiques, la deuxième semaine en fait. Ouais. Et donc les séances d'entraînement et tout ça seront plus pertinentes sur l'INSEP que sur le village. Et j'aimerais te poser une dernière question du coup pour conclure le match. On a eu Robert Citerne dans un épisode précédent. Ouais. Voilà, on a un petit peu abordé justement les spécificités de la pratique handi. Oui. J'aimerais te poser la question du point de vue entraîneur. Oui. Alors, si on peut essayer de faire un truc un petit peu court et synthétique, c'est quoi pour toi les différences majeures entre toi en tant qu'entraîneur, entre valide et handi? Est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'il n'y en a pas? Est-ce qu'au final on s'en fout? Donc je m'en fous pas. Ok, très bien. Parce que à chaque fois que tu entraînes quelqu'un, tu t'en fous pas. Parce que chacun est vraiment une personne, si tu veux. Ouais, d'accord. Et à chaque fois que j'ai quelqu'un à entraîner, sa personnalité est dans le groupe, même si j'entraîne un groupe complet. D'accord. Il faut vraiment là-dessus tenir compte de chacun, quoi. D'accord. Donc, même si tu travailles en groupe complet. Même en travaillant en groupe. Ouais. Okay. Tu sais très bien que l'escrime, on peut pas travailler tout seul. Non. On ne travaille que par équipe. Ouais. Donc cette notion d'équipe, elle est importante. Et donc l'équipe entre les entraîneurs et les athlètes, c'est pas fusionnel. Ouais. Mais ça doit travailler vraiment ensemble et dans le même sens. Ce qui est pas un peu paradoxal pour ce qui est à la base un sport plus individuel? Non, parce que si tu veux, il faut des adversaires, il faut des gens qui participent, il faut différents gabarits, il faut des gauchers, des droitiers, il faut des gens intelligents, des gens qui vont vite, des gens qui sont courts, des gens petits, des gens gros, des gens mous. Voilà, c'est vraiment la personnalité de chacun, elle enrichit la personnalité des autres. D'accord. Et au escrime, c'est encore plus, parce que c'est vraiment un sport comme ça, où aujourd'hui, à un haut niveau, la différence, elle se fait... Il y a des mecs qui ont fait des phrases. Moi, l'autre jour, je sortais une phrase, j'ai un peu copié un footeux. Je joue avec mon arme, d'accord? Oui. Je gagne, d'accord, avec ma tête. Ouais. Et entre deux, je me bats avec mes tripes. Ouais. Donc je joue avec mon arme, je me bats avec mes tripes, je gagne avec ma tête. Donc aujourd'hui, la différence, elle est là-haut. D'accord. Okay. D'accord, quand on fait les combats. Maintenant, tu me parles des handis et des valides. Ouais. Pour moi, il n'y a pas de différence. D'accord. Okay. La seule différence que je dois prendre, c'est les réservations, le confort, les hôtels, etc., l'accès aux chiottes,
Ouais. et toutes ces choses-là. Ok. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça me gonfle d'arriver dans un hôtel et puis que le mec, il peut pas accéder, quoi. Ouais. Alors qu'ils nous ont dit qu'il y avait des chambres PMR, Ouais. des chambres donc Personnes pour personnes à mobilité réduite, réduite. D'arriver dans un hôtel où les chambres PMR, c'est super, donc ils peuvent bouger, sauf qu'il y a une marche comme ça pour aller dans la douche. Ouais. Donc comment ils font le transfert? Voilà. Même au dernier championnat du monde, au dernier championnat d'Europe, on a acheté des planches de transfert pour aller dans les baignoires. D'accord. Tu vois, on a été les acheter, voilà. Ok. Et donc c'est ça c'est vraiment une différence. Ouais. D'accord? Ensuite, dans l'entraînement, il y a l'entraînement physique, l'entraînement technique, l'entraînement tactique, technico-tactique, les soins individuels, les soins collectifs, les fondamentaux. Tout ça, c'est adapté, mais c'est la même intensité. Pour battre quelqu'un en fauteuil ou battre quelqu'un valide, il faut de l'intensité. Ouais. Et l'intensité, il faut la donner. Et là les différences, effectivement, il y a des handicaps entre un mec avec des abdos, un mec sans abdos, entre un amputé et puis un IMC, c'est différent. Ouais, okay. Mais on va pas, voilà, pour moi, si j'ai un problème, j'y pense pour savoir comment je vais devoir le gérer. D'accord. Mais d'emblée, ça ne me pose pas de problème. Un peu comme ici, quand j'avais la responsable psy qui venait, on avait des fiches avec voilà, et tout ça. Pour le pôle, du coup. Pour le pôle, s'il y avait un mec qui pétait les plombs pendant une séance, j'allais voir sur la fiche comment j'allais aller le gérer. Si je devais lui rentrer dedans, si je devais aller en douceur, si c'était un autre problème, s'il suffisait de l'emmener manger une pizza avec moi pour que ça aille mieux. Et voilà quoi, ou que ça aille avec moi ou avec le groupe. Ou si je faisais des choses plus importantes, réunion de groupe, comme j'ai fait dernièrement avec les handis, où on avait un problème avec l'équipe de Fleuret, à Arles. C'était avant, on l'avait eu à Cardiff. Donc on fait un stage à Arles. Moi, ça ne m'avait pas plu ce qui s'était passé à Cardiff. Donc j'ai réuni l'équipe de Fleuret, uniquement l'équipe de Fleuret, avec moi et mon collègue Guillaume Dubreuil. Et puis on s'est dit nos cas de vérité, qui ne sont pas toujours bonnes à entendre, même pour un entraîneur. Mais voilà. Ça a permis de mettre les choses à plat, de bien négocier qui est capitaine de cette équipe, même si le gars ne veut pas être leader, parce qu'il considère que son handicap ne lui permet pas d'être leader. D'accord. Mais ça, peu importe. Moi, j'ai des personnes référentes dans mon équipe. La preuve est que, pour en finir, on fait 3e au championnat d'Europe. Alors que la dernière fois, au championnat d'Europe, on avait été battu par la même équipe de Pologne. D'accord. Okay. On fait 4e. Ouais. En menant aussi, et c'est Damien qui terminait. Il s'est fait dépasser par Pender. Bon, là, c'est Platania qui termine, et puis pour en finir, il met ses 5 touches. Tout à fait. Voilà. Et donc, il ne réalise pas, vous verrez quand on. Non, il ne réalise pas parce qu'il ne sait pas, mais il faut que je le reprenne le moment. S'il est qualifié pour les Jeux, là, il y sera, j'en suis persuadé. Il va passer quelques temps avec moi. Eh ben, tu sais quoi, je trouve que c'est une magnifique conclusion. Il va passer quelques temps avec le maître. Ça marche. Jean-Loup, ce match est terminé. Il nous reste, je te remercie d'ailleurs, il nous reste 2-3 petites séquences pour conclure l'émission. Le match est terminé, on va passer à la séquence dans la housse. Dans la housse, oui. Dans la housse. Et est-ce que tu peux me dire ce qu'on trouve dans la housse de Jean-Loup Boulanger, du maître Boulanger? Aujourd'hui, si je prends ma housse, demain je pars à Toulouse, je prends ma housse avec, qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce qu'on trouve dans ta housse? Donc il y a mon plastron, ma sous-cuirasse, enfin ma veste là qu'on met en dessous du plastron. D'accord. Moi j'ai une veste d'escrime noire avec un plastron qu'on met au-dessus bien rembourré avec des renforts un peu à droite à gauche. J'ai un gant gaucher, un gant droitier. Pour pouvoir. Et puis aussi, pour avoir avec le fauteuil. Ouais, ok, ouais. J'ai un gant jaune pour qu'on voit bien ma main. D'accord. Quand tu veux faire travailler des choses spécifiques. Que je fais travailler, etc. D'accord. J'ai mon fleuret gaucher, j'ai mon fleuret droitier. Ok. Donc j'ai mon masque. Ensuite j'ai un loup, un petit jouet, un loup qu'on m'avait donné et qui est toujours resté dans ma housse. Je sais pas pourquoi, mais il est toujours là. Très bien. Mais c'est pas fétiche en plus. Non, mais je l'ai retrouvé l'autre jour, donc j'ai sorti, j'ai montré à mes petits enfants. Et il est peut-être sorti. Je suis pas sûr. Une balle de tennis, une balle molle,
une balle, une balle molle Ouais. qu'on puisse prendre, 2 élastiques, un fin et un long vert D'accord. pour s'échauffer, pour s'amuser, pour voilà. Et 2 ballons de baudruche aussi, que si ça m'arrive de gonfler et puis de jouer avec les fleurets comme ça. Ok. Voilà. Et donc c'est ce qu'il y a dans ma housse aujourd'hui, et une gourde, Une gourde. Ouais, du Nord-Pas-de-Calais d'ailleurs, je pense. Ah, celle de. Il y a 2 ans. Ouais, d'autres gourdes d'il y a 2 ans. Mais tu Ouais. sais que ça me fait une super transition. Elle reste là. Puisque là, on va passer. Parce que chaque fois j'oubliais mes gourdes, donc comme ça j'en ai une sûre. Ouais. Bah, tu vas pouvoir gagner notre gourde 2023 en faisant la prochaine séquence. Ah Et ouais, parce que là, du coup, c'est la fin de l'entraînement. ah ouais. C'est l'heure du Welsh. Le Welsh. L'heure du Putain, Welsh. ça Tout c'est à bon fait. le Welsh. Ah Hein. oui, c'est couleur de chez nous. Ouais. Jean-Loup, tu as le choix entre un Welsh Minute et un Welsh Marwal. Normalement, j'ai présenté à Jean-Loup les Ouais, spécificités ça du sera Welsh un Minute et Welsh du Welsh Marwal. Minute. Ouais, tu préfères le Welsh Minute? Ouais, parce que j'ai une mémoire courte. Ouais, voilà. Pour rappel, le Welsh Marwal. Je n'oublie rien, mais j'ai une mémoire courte. Oui, mais très bien. Oui, pour rappel, le Welsh, le Welsh Marwal, c'est l'équivalent d'un burger de la mort et nous embrassons bien évidemment Alain Chabat. Jean-Loup, je vais prendre mon chrono. Hop là. Le principe du Welsh Minute, je vais te poser 10 questions, plus éventuellement une bonus. Tu dois attendre la fin des questions, enfin la fin de la question, Ouais. avant de me répondre. Il y a des fois, je vais te dire les réponses que tu peux me donner. Ok? Ah, il y a des choix multiples. Et ça peut. Et ça peut être 2. Ça peut être plusieurs. D'accord. Tu vas voir. Je vais chronométrer. Est-ce que tu es prêt? Ouais. Allez, c'est parti. Jaune, rouge ou noir? Quel est le pire carton que tu te sois pris? Noir. Noir. Très bien. Peux-tu nous dire pourquoi? Tu peux me dire oui, non, ou bien la raison pour laquelle tu t'es pris le carton. Ouais, mais à l'époque, il n'y avait pas encore ces cartons noirs en fait. D'accord. C'était des avertissements spéciaux, etc. Ok. Donc c'est pas l'équivalent d'un carton noir d'aujourd'hui. Ouais, c'est pas l'équivalent d'un carton noir aujourd'hui. Bah, j'ai failli perdre ma licence quand même. Ah ouais. Ouais, parce qu'en fait, il y a un arbitre qui est venu dans le vestiaire en disant qu'il s'était trompé. D'accord. Mais comme j'étais en train de prendre ma douche et puis dans un appareil un peu, voilà, Simple. simple, il n'a pas eu le temps de finir sa phrase. Très bien. Voilà. Ok. Il est reparti tout de suite avec 5 doigts. D'accord. Très bien. Bon. Ça ne doit pas se faire. Hein. Non, évidemment. Mais j'étais un peu plus vert que maintenant. Eh oui, mais un carton de jeunesse. Ouais, j'avais 20 piges. Si tu n'étais pas devenu maître d'armes, penses-tu que tu serais devenu maître artisan? Ouais, je serais artisan, mais plutôt dans la restauration. Donc je serais restaurateur, Ok, sur une île aux Antilles par exemple, sur le bord d'une plage. ça se tient. Mais du coup, est-ce que tu penses qu'on t'aurait quand même appelé maître boulanger si tu avais distribué des tartes à la place des coups droits? Non, j'aurais mis des petits pains dans la gueule. Eh ben, tu sais quoi? En choix multiple, j'avais oui, non, ou plutôt des pains que des tartes bout de chicon. Ouais, c'est pas mal. J'avais bien T'avais bien ta anticipé. réponse, hein. Tu me connais un peu quand même. Ah bah, ça va, hein. T'as dû me voir de temps en temps ici former les gens. Un petit peu, ouais. Ouais. Un très bon souvenir de tu dis bout de chicon à quelqu'un en formation qui dit mais je suis pas un petit con, maître. C'est ça. Il comprend pas, il comprend pas. Du coup, est-ce que cette blague sur ton nom est assez innovante à ton goût? Ouais, oui, Oui, si on veut. si on veut. Oui, j'ai quand même mis 2 questions pour y arriver. Ouais, ouais. Oui, parce C'est que boulanger, ça se porte. Hein. bah, Faut ouais, penser au général. c'est ça. Mais tu m'avais prévenu hein, quand je t'avais dit que j'avais au moins une question blague. Tu Ouais. m'avais dit qu'il fallait travailler un petit peu. Très bien. Étant donné qu'on touche avec le tranchant, est-ce qu'on peut dire qu'au sabre, c'est la taille qui compte? Tu peux me dire oui, non ou je préfère le fleuret. Ah, et là, ça va être difficile parce que sabreur un jour, sabreur toujours. Et ouais. Du coup, c'est la taille qui compte au Bah sabre. ouais, c'est la taille qui comptera toujours. Ça marche. En quelle année l'escrime fauteuil est-elle devenue une discipline paralympique? Ouais, paf, il y a Ah, une écoute, question sur là, c'est une colle pour moi. Ouais. Mais je crois que c'est 2000 ou avant. C'est avant. Tu avais, je crois que tu m'as donné ta date de naissance en début, je pense que tu avais 4 ans.
Ah ouais, non, mais c'était, oui, c'était pas une participation. Il n'y a pas eu les Jeux Olympiques, c'était les Jeux de Sotteville, etc. Alors, selon la recherche que j'ai faite, c'est devenu une discipline paralympique en 1960. D'accord. Voilà. Ouais, bah ouais. Faudrait que je creuse un petit non, peu. Non, non, hein, mais c'est avec les Jeux de Sotteville, etc. Et donc ils ont. Mais les Jeux Olympiques avec les Jeux Paralympiques, je pense pas que ce soit dans les années 60. Ah, faudrait que je vérifie. Mais tu sais, Faudrait que je vérifie si à Rome il y avait les Jeux Ouais. Paralympiques. Mais entre deux conneries, j'essaye de glisser une question sérieuse, du coup. Ouais, c'est bien, mais ça m'a troublé. Là, tu m'as piégé. Je oui, sais pas encore l'historique de. Je le ferai. Pour la prochaine fois, dans 10 ans, je le ferai. J'aurais dû la garder en question bonus. Du coup, puisqu'on est sur le sujet, l'escrime fauteuil au lieu de l'escrime canapé, est-ce que c'est une question de budget ou une question de place? Non, l'escrime fauteuil, c'est beaucoup mieux. Un fauteuil, c'est toujours mieux qu'un canapé. Toujours mieux qu'un canapé. Voilà. Un canapé, on s'allonge. Un escrime fauteuil, le fauteuil, on est toujours prêt à bouger. Ah ouais, bien sûr. Bien sûr. Étant donné qu'on filme tous les épisodes avant le début de la diffusion, est-ce que tu penses que je réutilise des questions d'autres interviews? Bon, je pense que non. Tu penses que non? Non, malheureusement, c'est oui. Je plaide coupable. Je réutilise des questions. Ah, tu réutilises des questions. Oui, clairement. Remarque, c'est bien aussi parce que tu en as beaucoup à poser, sinon c'est difficile de retrouver les questions pertinentes à chaque fois. Dernière question. Avant peut-être la question bonus, est-ce que tu peux me compléter cette blague? C'est un épéiste, un fleurettiste et un sabreur qui rentrent dans un café. Je tiens à préciser que c'est une blague qui n'existe pas. Vas-y, répète-moi ça un peu. Un épéiste, un fleurettiste et un sabreur rentrent dans un café. Oui. Et il me faut une chute. Donc c'est simple. Il y a un sabreur qui dit aux deux autres une petite bière, et les deux autres répondent non à un verre d'eau et un verre d'eau. Oh, j'aime bien. Ça marche. Question bonus. Est-ce que tu peux retrouver l'intrus parmi ces disciplines disparues des Jeux Olympiques? Le polo à bicyclette, la natation avec obstacle. Le polo à bicyclette, ça a disparu? Le polo à bicyclette, la natation avec obstacle, l'escrime à cheval ou le tir à la corde? Le tir à la corde, ça existait au jeu. Le tir à la corde, ça existait, tout à fait. Il te reste trois possibilités. Le cheval. Et l'escrime à cheval. L'escrime à cheval, ça a dû peut-être exister, mais je suis pas sûr. Non, c'est l'escrime à cheval, l'intrus. C'est l'intrus. Le polo à bicyclette a existé. Ah bien. Ouais, apparemment, ça existe toujours, mais alors pas en discipline olympique, mais il y a des gens qui continuent. Ouais, l'escrime à cheval, ouais. L'escrime à cheval, ça aurait été marrant, remarque. Mais, ouais. Eh bien, merci pour ta participation à ce Wish Minute. Je pense que tu as bien mérité de remporter ton édition 2023 de la Oh là, ça c'est super. Escrime de France. Ah bah ça me convient, c'est un bon plaquage. J'aime bien le rugby aussi. Tu vois, justement, on avait voulu rendre un petit peu hommage à la Coupe du Monde de rugby avec cette édition. Bah, c'est pas mal. Puisqu'on a rajouté le carton comme sur la précédente. Bah, merci beaucoup. Mais je t'en prie, merci à toi. Donc, comme d'habitude, hop là, puisque c'est gourde, en fait, bon, toi tu le sais, j'ai pas besoin de refaire l'article, mais l'illustration est tirée de notre jeu Escrime-Mémo, que je n'ai plus besoin de présenter puisque tout le monde le connaît. Et toi, Jean-Loup, tu vas pouvoir faire gagner un exemplaire de notre jeu Escrime-Mémo à l'un de nos spectateurs, auditeurs, spectatrices, auditrices, on ne sait pas encore. Le principe de ce jeu concours, eh bien, tu vas nous faire deviner un film culte pour toi. Donc du coup, on va passer au film culte. Alors d'habitude, c'est une réplique. Mais là, tu vas plutôt nous faire deviner le film grâce à un bruitage. C'est bien ça? Ouais, c'est ça. C'est bien ça? Ouais. Eh bien, Jean-Loup, quand tu es prêt pour le film culte. C'est pas mal. C'est une très belle imitation. T'as trouvé? Oui, moi je le connais par cœur. Donc bon, d'accord. C'est une très belle imitation. Bon, parfait. Si vous avez trouvé le film auquel ça fait référence, eh bien vous notez le nom au commentaire. Il y aura bien évidemment un tirage au sort pour voir qui remporte un exemplaire de notre jeu Escrime-Mémo. Voilà qui conclut cet épisode de Sur la piste. Jean-Loup, ça a été un vrai plaisir. On n'a pas pu moi aussi. tout aborder. Mais, merci beaucoup. Merci à toi. Et puis je pense qu'on se refera ça un moment sur un autre format un peu plus long parce qu'il y a des trucs qui vaudraient le coup d'aller creuser un petit peu. Ah ouais, tu veux creuser mon histoire? Là, je veux creuser ton histoire. Ouais, bah creuse. Ça marche. Merci Jean-Loup. À plus tard. À plus. Merci à toutes et à tous et à bientôt.
Une figure historique, ça va me vieillir. Hein. C'est pour ça. Mais c'est vrai que je connais bien tout. Bah ouais.